Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons peu, Parlons mode, votre rendez-vous 100% mode et tendance à retrouver tous les vendredis à 17h sur ma chaîne Pamela Cobson. J'espère que vous êtes confortablement installés, alors si vous êtes prêts, c'est parti, sommaire. Dans l'actualité de la semaine, est-ce la fin des défilés, de la surproductivité et de la surcréation dans le monde de la mode? La crise sanitaire a obligé les designers à reconsidérer leurs méthodes. La semaine dernière, Alessandro Michele, le directeur artistique de la maison Gucci, annonçait vouloir ralentir le rythme en ne proposant plus que 2 défilés par an, contre 5 actuellement. Un désir aussi largement appuyé par la nécessité de se tourner vers une mode plus durable. On parlera également de la maison Chanel qui élargit sa gamme de maquillage pour hommes. Le maquillage pour hommes qui séduit de plus en plus les stars notamment. Et puis le Mucem dédie actuellement une exposition aux pièces mode les plus portées à travers le temps, comme le kilt, le Marcel ou encore le jogging. Notre portrait de la semaine est consacré à Victoria Beckham, ex-Spice Girl. Elle a su se remettre totalement en question et se reconvertir en créatrice de mode parmi les plus courues de la fashion sphère. On revient sur son parcours et son incroyable transformation. Le foulard The Statement Mode, on le porte autour du cou, au poignet ou dans les cheveux. Il habille aussi nos anses de sac, mais connaissez-vous son utilité première? Dans la rubrique iconique, on revient sur l'histoire du foulard et notamment sur celle du carré Hermès. Enfin, l'influenceur de la semaine, c'est Gabrielle Conesil, la Frenchie la plus italienne de l'instasphère. 1 million d'abonnés sur Instagram, elle cartonne avec sa marque La Semaine Paris, une marque qui mélange les codes du vestiaire de la parisienne et celui de Brigitte Bardot. Le monde de la mode est en pleine remise en question. Logique du toujours plus et de la surenchère, entre gaspillage et prise de conscience sur l'urgence écologique, de nombreux enjeux traversent l'industrie de la mode et les designers commencent à agir. Et dans ce cadre, la pandémie de la Covid-19 a bel et bien joué le rôle d'électrochoc. Anthony Vaccarello, créateur de la maison Saint-Laurent, a le premier annoncé en avril dernier un changement de rythme sur les réseaux sociaux avec, je cite, la décision de repenser son approche au temps et d'instaurer son propre calendrier. Une excellente chose alors que la mode vit à un rythme effréné entre les défilés haute couture, les défilés prêt-à-porter en version automne-hiver, printemps-été, les collections croisières. Certaines marques peuvent défiler jusqu'à 5 fois par an, ce qui est complètement insensé en termes de coûts financiers et environnementaux. Ce qui doit aussi être très difficile de tenir le rythme quand on est créateur, de devoir trouver l'inspiration à chaque fois. Du coup, il semblerait qu'on ralentisse le rythme. Déjà, la distanciation sociale a imposé l'organisation d'une Fashion Week 100% digitale, et ça c'est plutôt pas mal. Alors certes, on peut regretter tout ce cérémonial pré- et post-défilé qu'on aime tant, avec des influenceurs, des journalistes qui filment leur préparation, ainsi que leur arrivée au show. On regrette aussi toute cette ferveur qu'il y a en ville, de Paris à New York en passant par Milan, où tout le monde est overlooké, où tout le monde se prend en photo, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça fait du bien à la planète puisque chacun reste chez soi. Dans ce cadre, Alessandro Michele, le directeur artistique de chez Gucci, a lui aussi récemment annoncé de nouvelles résolutions. Là encore, il s'agit de changer de rythme et de s'éloigner, je cite, des délais que l'industrie a consolidés et d'une performance excessive qui aujourd'hui n'a vraiment plus raison d'être. Gucci ne fera donc plus que 2 défilés par an et les défilés ne se feront peut-être pas sous leur forme habituelle. La chose sera peut-être réinventée ou pas. En tout cas, si cette nécessité de changement est clairement exprimée par tous les acteurs de la mode, il va falloir que cela se traduise en actes. On attend donc de voir ce que cela va donner concrètement. Je pense notamment aux empires de la fast fashion. Comment des entreprises qui ont fondé leur modèle économique sur la production et la consommation de masse vont pouvoir s'aligner et s'adapter à ce nouveau mantra du slow? Ça, c'est la grosse question. Parce que si l'industrie du luxe doit changer de stratégie productive pour continuer à exister, elle le peut car cela reste une part limitée du marché de la mode. Mais qu'en est-il des marques plus accessibles, destinées à un plus grand nombre? En tout cas, pour répondre à notre question initiale, est-ce la fin des défilés? Rassurez-vous, non. On s'oriente plus vers des présentations de collections plus raisonnées. Et comme la fast fashion s'inspire directement des tendances sur les podiums, on peut espérer éventuellement que les collections des grands groupes industriels de la mode ralentiront eux aussi le rythme par effet ricochet.
Selon une estimation Statista, l'industrie du maquillage pèserait actuellement plus de 79 milliards de dollars. Une industrie où les femmes ne sont d'ailleurs plus les seules cibles puisque de plus en plus d'hommes se maquillent. Et attention, je ne parle pas des produits cosmétiques, je parle bel et bien de maquillage. Dans certaines sphères comme le cinéma, le spectacle, la télé ou même l'armée, le maquillage est déjà largement utilisé par les hommes, ce qui est beaucoup moins le cas dans la vraie vie. Mais de plus en plus d'hommes ont compris que le maquillage pouvait être un allié pour camoufler ses complexes et mettre en valeur ses qualités, ou bien que le maquillage pouvait tout simplement être utilisé dans sa forme la plus ludique qui soit. Le maquillage, ça permet en effet de se voir différemment, ça permet de changer, et ça, c'est amusant. Le maquillage, c'est vraiment une façon pour être qui on veut l'espace d'un instant. Alors certaines célébrités étaient déjà connues pour utiliser du maquillage, comme Johnny Depp, Marilyn Manson ou encore David Bowie. Et aujourd'hui, le phénomène s'impose de plus en plus. Il faut dire que la mode et la beauté d'ailleurs sont de plus en plus unisexes et les frontières entre masculin et féminin sont de plus en plus floues. Ce qui est d'ailleurs vraiment top selon moi, parce que ça permet vraiment d'élargir nos possibilités, que l'on soit un homme ou une femme. Ceux qui incarnent cette nouvelle vague genderless, no gender ou gender neutral, ce sont par exemple Harry Styles ou encore A$AP Rocky, qui porte du vernis à ongles. On pense aussi à Marc Jacobs qui pendant le confinement nous a régalé sur les réseaux sociaux en nous postant un tuto make-up avec sa propre ligne de maquillage Marc Jacob Beauty. Et donc Chanel surfe sur le phénomène puisque la marque va étendre sa ligne de maquillage aux hommes. Dans cette gamme appelée Boy de Chanel, on retrouve donc des vernis à ongles, un crayon pour les yeux, un correcteur de teint, sachant que cette ligne a été créée il y a 2 ans, en 2018, et qu'elle comprenait déjà un crayon pour les sourcils, un fluide correcteur et un baume à lèvres. N'hésitez donc pas à aller regarder sur le site si vous êtes curieux ou intéressé, je vous mets le lien en barre d'infos. On finit le tour de l'actu avec le Mucem qui depuis fin juin dédie une exposition aux vêtements qui ont survécu à toutes les modes et qui s'intègrent à n'importe quelle garde-robe, quelle qu'elle soit. Des pièces comme le Marcel, le kilt, l'espadrille ou encore le bleu de travail. Des vêtements très simples ou au contraire tellement identitaires qu'ils sont devenus des basiques à porter et à associer avec n'importe quel vêtement. L'expo s'appelle Vêtements modèles et je vous lis quand même le descriptif de l'expo parce qu'il donne vraiment envie. Donc, 2 points, ouvrez les guillemets. L'exposition Vêtements modèles propose de suivre le parcours de 5 pièces qui ont traversé le temps et les modes, du débardeur au jogging en passant par le bleu de travail, le kilt et l'espadrille. À rebours de l'image d'une mode appuyée sur le cyclique et l'éphémère, ces itinéraires s'inscrivent dans un temps long de plusieurs siècles. Riches de leur épaisseur historique et symbolique, ces vêtements modèles sont au cœur d'une grammaire vestimentaire qui préfère le style à la tendance. À l'heure où l'on s'interroge sur la notion de durabilité, il permet également de mettre en lumière les notions d'artisanat et de patrimoine vivant dans leurs interactions avec les sociétés et d'évoquer les enjeux de conservation et de sauvegarde qui les accompagnent. Franchement, ça donne hyper envie d'y aller. D'ailleurs, moi, ça m'aiderait beaucoup à construire mes rubriques iconiques si jamais vous voulez que je vous parle de l'une de ces pièces. Je suis notamment très intéressée par l'histoire du kilt dont j'avais déjà fait une chronique chez Euradio dans Eurotrend. Donc si vous vivez près de Marseille ou que vous avez décidé de passer vos vacances dans le coin, allez faire un tour au Mucem. Et bonne nouvelle, puisque l'expo dure jusqu'au 6 décembre 2020, on a donc le temps de voir venir. Aujourd'hui, on tire le portrait de Posh. Posh, c'est bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas, notre très chère Victoria Beckham. Comment vous dire ? Personnellement, je suis une fan absolue de cette femme depuis toujours. Quand j'étais petite, ma cousine avait des posters des Spice Girls dans sa chambre et quand on allait chez elle, on s'amusait à reproduire les chorégraphies qu'elle faisait sur scène. On mettait la musique à fond et je me souviens que déjà à cette époque-là, on se disputait pour savoir qui allait faire Victoria. Et puis après, au fil du temps, j'ai grandi avec Victoria Beckham en filigrane parce que ma mère, qui est une grande fan des cheveux courts, allait chez le coiffeur quasiment tous les mois pour se faire la coupe à la Beckham. Donc celle de Victoria, hein, pas de David. Donc elle a tout eu, elle a eu la grosse mèche et la nuque très très courte, le carré ultra plongeant, le pétard, le court ultra effilé, bref. Et à chaque fois qu'elle revenait de chez le coiffeur, on avait une nouvelle maman et avec ma sœur on kiffait. Mais je dois dire que la meilleure version de Victoria reste quand même selon moi la version d'aujourd'hui, après avoir été une star interplanétaire grâce aux Spice Girls et après avoir épousé l'un des plus grands joueurs de foot. Notre chère Posh a su tirer son épingle du jeu en suivant sa passion pour la mode et elle est donc devenue designer pour sa propre marque. Ce qui me fascine chez elle, c'est vraiment cette capacité qu'elle a eue à se réinventer. Vous me direz c'est facile hein, d'utiliser sa notoriété pour fonder sa marque. Mais moi j'ai envie de vous dire oui et non. Le problème d'une reconversion dans le
show business, c'est qu'il faut démontrer aux gens qu'on est capable de sortir du cadre dans lequel on a évolué pour se faire connaître, et qu'on a du talent pour faire bien d'autres choses. Il se trouve que Victoria Beckham, du talent, elle en a, puisque ses créations s'arrachent et ont conquis des stars comme Beyoncé, Cameron Diaz ou encore Gwyneth Paltrow. Mais au-delà du talent, ce qui a vraiment fait la force de Victoria Beckham, c'est le sens du marketing. Pour pouvoir être crédible aux yeux des autres couturiers, des autres créateurs et designers, et de tous ceux qui font et défont la mode, à commencer par les journalistes, elle a opéré une véritable transformation physique. En abandonnant ses tenues de scène et son look un petit peu trop bling bling, pour un look beaucoup plus sobre, beaucoup plus élégant, très working girl. Et d'ailleurs, l'esthétique de ses collections est clairement le reflet de ce qu'elle porte. Des tailleurs, des jupes crayons, des couleurs sobres, des lignes épurées à l'extrême pour un style minimaliste, mais qui a pour effet de sophistiquer n'importe quelle personnalité qui porte justement ces collections. Ce qui est vraiment waouh, c'est que sa marque a marché dès le début. Bon, il faut dire qu'au début, elle a été aidée par Roland Mouret, qui est un styliste et designer français. Une précaution nécessaire à prendre puisque lorsqu'elle se lance à la fin des années 2000, elle est vraiment attendue au tournant. Mais finalement, les critiques sont très bonnes et les fashionistas sont conquis. En 2011, elle va même remporter un prix au British Fashion Awards devant Tom Ford ou Stella McCartney, donc c'est pas rien. En 2014, elle ouvre sa première boutique à Londres et la même année, elle sera désignée femme d'affaires de l'année avec une marque dont le chiffre d'affaires dégagé se compte en dizaines de millions d'euros. Bon, il faut dire que les créations Beckham valent leur petit pesant d'or. On est clairement dans une gamme luxe. Exemple avec sa nouvelle co, il faut compter plus de 500 € pour un col roulé et plus de 1500 € pour un blazer. Niveau accessoires, ça reste un petit peu plus abordable si on occulte bien sûr les sacs qui eux aussi sont très chers. Comme beaucoup de maisons, Victoria Beckham fait aussi dans la beauté avec une gamme assez limitée, certes, mais directement inspirée du make-up phare de Victoria, à savoir des yeux fumés et des lèvres nude. Je vous propose d'aller sur son site pour vous faire une idée de son style, site sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité du lookbook de sa dernière collection. Ça peut aussi vous donner l'inspiration pour vous looker cet hiver avec des pièces plus ou moins ressemblantes. Notre rubrique iconique est dédiée aujourd'hui aux foulards qui reviennent en force ces derniers temps. L'an dernier, c'était surtout l'imprimé foulard qui se déclinait sur tous les supports, de la chemise à la jupe en passant par le pantalon large. Sur Pinterest, toutes les coiffures se parent de foulards, en nœuds, en tresses et de plus en plus en bandeaux pour un esprit plus 70s. Mais connaissez-vous l'utilité première du foulard? Eh bien, du temps de nos grands-parents ou même de nos arrière-grands-parents, le foulard était une pièce complètement mixte, alors qu'aujourd'hui, il faut le dire, ce sont quand même généralement les femmes qui portent des foulards. Même si, petit disclaimer, vous le savez, je n'aime pas genrer la mode, parce que la vraie règle, c'est qu'il n'y en a pas, chacun porte absolument ce qu'il veut. Le foulard, c'est en fait un dérivé du mouchoir en soie que les dames portaient sur elles. Ça se faisait beaucoup au 19e siècle. Et puis au fil du temps et des modes, ce mouchoir s'est fait de plus en plus grand pour devenir un foulard que l'on pouvait nouer autour du cou. Les hommes comme les femmes portaient alors le foulard qu'ils appelaient d'ailleurs mouchoir de cou, des carrés de tissu qui vont s'avérer fort utiles notamment dans l'armée, puisque le foulard, en plus de tenir chaud, était imprimé avec des instructions illustrées destinées aux soldats analphabètes, ce qui explique que sur certains foulards, on voit en fait des scènes de guerre ou même des scènes de chasse. En fait, c'est directement inspiré de cette époque-là. Le foulard va être tellement porté et apprécié que toutes les maisons de couture vont le décliner à leur façon, et la maison Hermès va même en faire l'une de ses pièces phares. C'est en 1937 qu'est créé le premier carré Hermès en soie. Les thématiques illustrées restent très traditionnelles et évoquent donc le monde de la guerre, le monde équestre aussi, fidèle aux origines Hermès, qui est à l'origine une maison de cellier. On avait également des thématiques de chasse ou encore des animaux. On avait aussi beaucoup de motifs qui rappelaient l'épopée napoléonienne, et puis progressivement, ces motifs-là se sont modernisés. Les carrés illustrent dorénavant d'autres thèmes. Aujourd'hui, les motifs sont très variés. D'ailleurs, plus de 2000 motifs auraient été sérigraphiés sur les carrés Hermès depuis leur création en 1937. Personnellement, je pense que mon modèle préféré reste celui qui décline le thème de l'astrologie, parce que cet imprimé me rappelle des souvenirs d'enfance et parce que sur cet imprimé il y a souvent des soleils et je suis une fan absolue des soleils. J'aime aussi beaucoup celui intitulé Check-in, sur lequel on voit un sac Kelly passer au rayon X. On voit du coup tout ce que trimballe la femme Hermès dans son sac et c'est une idée assez originale je trouve. Après, je pense que lorsqu'on choisit un carré Hermès, il faut avant tout privilégier les couleurs plutôt que le motif, puisqu'une fois porté, les motifs se voient moins et ce sont donc les couleurs qui l'emportent esthétiquement
esthétiquement parlant. Bon, après ça reste un avis personnel. Mais alors pourquoi le carré Hermès est-il iconique? Eh bien parce que toutes les plus grandes stars ont été photographiées avec un foulard Hermès. Je pense notamment à Grace Kelly, à Brigitte Bardot ou encore Jackie Kennedy. Ces femmes-là, qui sont elles-mêmes d'ailleurs des icônes mode, ont donc fait de tout ce qu'elles portaient des mythes, à commencer par le carré Hermès. Et puis, deuxième élément qui contribue fortement à faire du carré Hermès et de tout autre foulard, d'ailleurs une pièce emblématique de notre dressing, c'est que c'est une pièce multi-usage. Comme je le disais, on peut le porter autour du cou, et ce de plusieurs façons, simplement noué, en chèche, en lavalière, en cravate. On peut aussi le porter dans les cheveux, là encore de plusieurs façons, en chouchou, en tresse, en bandeau, en fichu. On peut le mettre autour du poignet, on peut également le mettre à la taille en ceinture. Et la grosse tendance cet été, c'est de s'en faire un petit top bandeau noué à l'arrière dans le dos. Bref, il y a vraiment mille et une façons de porter son carré, ce qui en fait véritablement un statement de la garde-robe. Un carré, ça se porte avec tout, en toutes circonstances. 1 million d'abonnés sur Instagram, ex-mannequin, épouse et fière de l'être d'un très bel Italien. On parle aujourd'hui de Gabrielle Conesil. Sa carrière de mannequin commence le jour où elle se fait repérer par un chasseur de tête de l'agence Elite à la sortie de la fac. N'ayant alors jamais pensé à devenir mannequin, elle accepte, signe un contrat avec l'agence et pose pour de nombreuses marques. Elle est d'abord mannequin photo, car considérée comme trop petite pour les podiums, mais sa notoriété l'amènera finalement à défiler à l'âge de 27 ans, ce qui est assez tard entre guillemets pour un mannequin. En 2018, elle se marie à Riccardo Pozzoli à Malibu en présence de 2 témoins avant de se remarier l'année suivante en 2019 en Italie dans une superbe propriété en Toscane. Les photos du mariage ont inondé la toile et les réseaux sociaux. Bon, il faut dire que c'était un très beau mariage, un cadre magnifique, des robes somptueuses et un style très chic. Petite parenthèse, son mari, Riccardo Pozzoli, c'est en fait l'ex de Chiara Ferragni, l'influenceuse la plus bankable de la planète. Et Riccardo Pozzoli a d'ailleurs largement contribué au succès de Chiara Ferragni, mais ça, je vous en parlerai dans une autre émission. Depuis ce fabuleux mariage, Gabrielle a lancé sa marque de vêtements qui s'appelle La Semaine Paris, une marque qui cartonne sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les pièces qu'elle propose sont vraiment canon et changent beaucoup des pièces qu'on peut voir habituellement sur Instagram. L'esthétique de ces collections est très rétro parisienne chic. Cet hiver, on avait beaucoup d'ensembles tailleur-jupe, des coupes qui mettent vraiment en valeur n'importe quelle silhouette. Et puis je trouve que sa collection de cet été est très inspirée Brigitte Bardot, c'est très bohème. On retrouve des imprimés floraux, des imprimés citron, c'est très méditerranéen, c'est très joli. Le concept de la Semaine Paris, c'est de transmettre une humeur par jour grâce à une pièce de la collection. Le vêtement est vraiment vu comme un outil d'empowerment pour les femmes, et grâce aux vêtements de Gabrielle, on se sent plus forte, plus femme, prête à affronter tous les défis, tous les challenges de la vie. Quand on va sur le site ou le compte Insta de la marque, on a d'ailleurs tous les jours de la semaine auxquels correspondent une inspiration. Ça peut se traduire avec la photo d'un look, une citation, un tuto beauté, un tuto cuisine. Bref, c'est vraiment une marque qui est construite autour de l'idée de better self, et le vêtement est constitutif de ce mood-là. Je trouve que c'est une excellente idée parce qu'on est nombreux à penser que le vêtement a un véritable pouvoir. Même si la mode c'est finalement quelque chose de futile, ça reste un chemin d'évasion, un chemin créatif qui nous permet vraiment de nous exprimer sans pour autant avoir à parler. Je pense qu'on a tous besoin de ça dans notre vie. On a besoin de s'exprimer, quel que soit le moyen, quelle que soit la forme, quel que soit le biais, que ce soit la mode ou un autre biais artistique. Sur ces belles paroles, je vous laisse aller voir le site La Semaine Paris. Vous retrouverez bien sûr le lien là encore en barre d'infos. C'est tout pour cette émission aujourd'hui. En attendant un nouveau rendez-vous la semaine prochaine, on se retrouve lundi à 17h sur ma chaîne pour un vlog ainsi que sur mes réseaux sociaux où je vous partage mon quotidien. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire aussi de quel sujet mode et tendance vous aimeriez aborder dans cette émission. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant à chaque fois que je publie du nouveau contenu. Ça peut paraître anodin, mais moi, ça m'aide beaucoup à faire vivre ma chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de regarder mon premier épisode de cette émission la semaine dernière. Si vous avez manqué cet épisode-là, je vous invite à aller le regarder. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Bye!